maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Et avec un max d'actualités sportives ce dimanche, c'est le cas de le dire. Jules Boscherini, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Football tout d'abord, nouveau coup de massue derrière la tête de l'Olympique de Marseille qui a perdu à Monaco hier. Et c'était peut-être le match avec le plus d'enjeux de cette 29e journée de Ligue 1. Et Monaco n'a pas manqué l'occasion de montrer ses ambitions. Victoire sans appel sur le score de 3-0 pour déloger l'OM de son fauteuil de dauphin du PSG. Et pour revenir sur cette méforme des joueurs de Roberto De Zerbi, on accueille Karim Zeribi, co-présentateur du But Football Club, tous les jeudis de 20h à 21h sur Sud Radio. Bonjour Karim. Salut Karim. Bonjour à tous. Bon alors, victoire poussive la semaine dernière face à Toulouse, 3-2 pour l'OM. Là, c'est la 4e défaite d'affilée à l'extérieur hier. La perte de la seconde place au profit de leur adversaire du soir, qui plus est. Et qu'est-ce qui se passe à Marseille finalement ? Mais sur le plan sportif, effectivement, c'est une très lourde défaite, 3-0 à Monaco, stade Louis II, avec un Olympique de Marseille moribond, qui donne pas le sentiment donc de saisir l'enjeu qui est là pour le club, et c'est une place en Ligue des Champions. Défensivement, beaucoup trop de lacunes. Offensivement, une équipe qui ne met pas en danger son adversaire. C'est la 5e défaite en 7 matchs, donc c'est inquiétant. Est-ce que De Zerbi aujourd'hui trouve la bonne formule ? Est-ce que sa composition d'équipe est la bonne? Est-ce qu'il utilise au mieux l'effectif qui est à sa disposition? Et aussi qu'il a un bon effectif De Zerbi, parce que le duo Longoria-Benatia a fait en sorte qu'il puisse avoir des joueurs de qualité, de calibre international. On ne comprend pas ce qui se passe du côté de l'Olympique de Marseille. Prochain match, c'est Montpellier. L'équipe a intérêt de se ressaisir parce que c'est la Ligue des Champions qui est en jeu. Et la Ligue des Champions, on sait ce qu'elle conditionne pour l'avenir du club, l'avenir du projet de l'équipe dirigeante. Est-ce que c'est pas peut-être parce que comme vous venez de le dire, la direction elle a fait le boulot cette saison puisque l'effectif est là. Est-ce que finalement c'est pas aussi toute la pression populaire qu'il y a autour de ce club ? Non, je crois que le projet aujourd'hui, tout le monde y adhère. Longoria est là depuis quelques années, il porte une ambition pour le club, il l'a remis en selle. Mehdi Benassia est arrivé à la direction sportive et on voit que le duo fonctionne bien. Ces deux hommes sont en complicité. Ils ont fait venir des joueurs de dimension internationale, Rabiot, Hochberg, Greenwood, Benasser, Gouiri dernièrement. L'effectif est là. Après, c'est du côté du terrain que ça ne passe pas aujourd'hui. De Zerbi a du mal à mobiliser son groupe, à le motiver pour assumer cette dernière ligne droite qui est un sprint. Il reste 5 matchs pour obtenir la Ligue des Champions, pour valider le projet des dirigeants qui est un projet ambitieux. Jusqu'à présent, ça a fonctionné. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de remettre en cause le projet Longoria-Benassia, qui est un projet qui met l'Olympique de Marseille aux portes de l'Europe. Il faut absolument que l'OM se ressaisisse pour jouer la Ligue des Champions. Ça permettra au club de franchir un palier, à cette équipe dirigeante de construire encore et toujours une ambition pour l'OM. On sait très bien qu'il y a un peuple de Marseille qui attend de rejoindre la Ligue des Champions. Évidemment. Avec une ambition. Et il faut faire confiance à cette équipe dirigeante. Eh ben, on en reparlera avec vous, avec Lionel Rosso et avec Michel Moulin, notamment tout votre orchestre du But Football Club tous les jeudis soirs sur Sud Radio. Merci Karim Zeribi. Merci Karim. Merci à vous. Merci à tous. Allez, ça c'était pour l'Olympique de Marseille. Jules, maintenant on va parler des autres matchs. Bah oui, puisque ça s'est quand même clairement mieux passé pour le LOSC qui s'impose sur la pelouse de Toulouse 2-1. Et puis c'est le partage de points entre Strasbourg et Nice 2-2 après l'égalisation des Aiglons à la 94e minute. Suite et fin de la 29e journée aujourd'hui avec 4 matchs dont le Havre-Rennes à 17h15 et Auxerre qui reçoit Lyon à 20h45. Allez, on parle de business également avec ces négociations sous haute tension entre la Ligue de football professionnel et le diffuseur DAZN, celui qui diffuse la Ligue 1. Elle se termine mardi 15 avril, soit dans 2 jours. Et pour le moment, aucun accord ne semble avoir été trouvé sur la question des droits TV. La baisse de ces derniers est tellement importante que les clubs parlent même de tromperie sur la marchandise. De quoi naviguer un peu plus dans le flou, comme l'explique Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. On a du mal à imaginer que les clubs cèdent, parce qu'effectivement DAZN a vraiment proposé une baisse significative, mais une baisse significative qui est en rapport avec les pertes que la chaîne subit, qui sont à plus de 200 millions d'euros pour cette année et qui seront sans doute plus importantes l'an prochain, vu que le contrat est progressif. Et c'est ça tout le problème, c'est qu'en fait, au départ, DAZN a cru pouvoir avoir 1,5 million d'abonnements, que c'était possible. Donc effectivement, la crainte, c'est que DAZN se désengage. Et la réalité, c'est que DAZN a une porte de sortie dans son contrat. Et là, ça serait une situation de crise si DAZN venait à laisser béant ses droits de diffusion.
Et Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Ce serait une crise absolument gravissime. Effectivement, si ça se passait ainsi, maintenant on retourne à nos premières amours, Jules. Franchement, on reste fidèle sur Sud Radio, la radio du rugby. Ballon ovale, qualification de Bordeaux en demi-finale de Coupe d'Europe. Une qualification plus que méritée pour les coéquipiers de Damien Penaud qui se sont imposés avec la manière 47-29 face aux Irlandais du Munster. Marqueur d'essai hier à l'international français se paye même le luxe de rentrer dans l'histoire de la compétition. Vous savez pourquoi ? Non. Il devient le meilleur marqueur de la compétition sur une édition avec 12 essais. Et c'est très certainement aussi grâce à une ambiance de feu dans les tribunes de Chabandelmas que l'UBB s'est imposé. Écoutez cette furia girondine sur l'essai de la qualif de Louis Bielbiarré. Munster qui a la dynamique maintenant, qui est en double supériorité numérique. Attention, Codemberé, le grattage il est bon, il n'y a pas de bras tendu, c'est bon ça, dans le jeu au sol ils ont fait la différence, les joueurs de l'UBB, avec Yannis Gourg qui peut amener le ballon à Maxime Lucu en position de 10, et Bielbiarré qui va assurer les qualifications. Vas-y mon Louis, c'est bon, Louis Bielbiarré pour le 6e essai. Voilà, les partenaires de Maxime Lucu qui peuvent savourer ce moment historique puisque c'est seulement la deuxième fois de l'histoire que le club a atteint le dernier carré européen. La dernière fois, c'était en 2021. Bon, on espère qu'on va continuer à entendre Nicolas Delage rugir ainsi sur Sud Radio. L'Union Bordeaux-Bègles qui affrontera le vainqueur du dernier quart de finale prévu. C'est aujourd'hui, c'est le choc entre Toulon et Toulouse. Et ça sera sur la pelouse de Mayol à 16h pour un duel chaud bouillant entre rouge et noir. C'est même le premier affrontement sur la scène européenne entre les deux équipes et surtout le premier quart de finale européen à Mayol depuis 10 ans pour le RCT. C'était face aux Wasps, le club qui a disparu depuis en 2015. Ça va donc faire mal sur le pré du côté de la rade. Et Hugo Mola, le manager du Stade Toulousain, le sait. L'ambiance des fadas risque de booster les troupes de Pierre Mignoni. Voilà, on termine avec du cyclisme et cet exploit retentissant de Pauline Ferrand-Prévôt. La Française remporte le Paris-Roubaix femme pour la première fois de sa carrière et surtout dès sa première participation. Déjà multiple championne du monde, sacrée en VTT aux Jeux de Paris, elle a signé hier une nouvelle page d'histoire depuis la création de l'épreuve en 2020. Et bien jamais une Française n'était montée sur le podium. Alors Théo Ampillac, c'est un moment fort pour le cyclisme tricolore. Un moment rare même, rendez-vous compte, Pauline Ferrand-Prévôt met fin à 28 ans de disette pour le cyclisme tricolore. Aucun Français n'avait levé les bras sur le vélodrome de Roubaix depuis Frédéric Guédon, c'était en 1997. Et ce qui rend sa performance encore plus remarquable, c'est qu'elle a repris la route cette saison après 6 ans d'interruption. La dernière victoire de la champenoise remontait au 8 juillet 2015 sur le Tour d'Italie. Mais ce succès hier à Roubaix ne surprend pas tant elle tournait autour de la victoire depuis ce début de saison. 3e au Stradé Bianche, 2e au Tour des Flandres la semaine dernière. Il ne manquait finalement qu'un déclic. Elle l'a trouvé hier sur les pavés du Nord pour ce qui est sans doute le plus grand succès de sa carrière sur route. Alors aujourd'hui chez les hommes, Tadej Pogačar tentera de faire lui aussi bien que la Française pour sa première participation. Départ de la course prévu pour les hommes sur les coups de 11h. Il a pris un risque d'ailleurs en y allant au Paris-Roubaix. Tadej Pogačar, c'est quand même dangereux cette course sous la pluie. Bien sûr, surtout qu'il fait par le Tour de France, donc pronostic, faudra faire attention. Allez, Mathieu Van Der Poel premier, Pogačar deuxième. Bon, qu'est-ce qu'on fait à Théo si jamais il a perdu son pari ? Comme c'est lui qui va gagner la course, il ne le perdra pas. On verra. J'y vais après là. Allez, merci à tous les deux. On vous retrouve très vite sur Sud Radio avec plaisir. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après le journal de 9h. On va décrypter ce choc entre Toulon et Toulouse avec une légende des deux clubs, Maxime Mermoz, juste après le journal.